Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter avec notre partenaire Everteam la migration de votre Digital Workplace avec M365 et comment préparer votre vrac numérique. Je vous propose tout d'abord de commencer par une rapide présentation des différents intervenants. Myriel. Bonjour à tous, je suis donc Myriel Brouland, managing consultant chez Redsen et je suis spécialiste et je travaille depuis de nombreuses années sur toutes les problématiques de gouvernance documentaire et sur tout le cycle de vie, la gestion du cycle de vie dans les différents environnements de l'information que l'on gère, allant jusqu'au records management et à l'archivage électronique. Arnaud Buja, je suis associé du cabinet Redsen et je suis aussi porteur de l'offre qui couvre les problématiques de collaboration, de gestion documentaire, d'archivage et de Digital Workplace. Bonjour à tous, je m'appelle Nordine Amriri, chez Everteam, je suis en charge de tout ce qui concerne l'expertise produit, donc ça concerne tout ce qui est analyse de marché, analyse de la concurrence, définition de la roadmap et identification des fonctionnalités clés à ajouter dans nos logiciels. Et puis Nicolas Meyer, pour ma part, je suis donc le responsable commercial au sein de Redson Suisse. Voilà, parfait. D'abord, Redson est un cabinet de conseil franco-suisse, indépendant. On est spécialisé dans tout ce qui est la transformation digitale et organisationnelle. On a été créé en 2010, on a connu une belle croissance toutes ces années. On est actif dans toutes les typologies de secteurs, que ce soit le privé, le public, aussi bien les sociétés internationales, grands comptes, PME. Et parmi l'ensemble de nos prestations, on a une entité dont Arnaud est le directeur, qui est spécialisée dans la gestion et la gouvernance documentaire, dont la mise en place des Digital Workplace avec M365. Noureddine, je te laisse présenter rapidement Everteam. Oui, bien sûr. Donc, Everteam est un éditeur de logiciels français qui est spécialisé dans tout ce qui est gouvernance de l'information et gestion documentaire. Everteam a une spécialité sur tout ce qui est connexion, traitement, extraction, enrichissement, assainissement de documents non structurés, où qu'ils se trouvent. Alors évidemment, on travaille avec un certain nombre de sources comme les systèmes de fichiers, les sources SharePoint, la messagerie, et puis des applications métiers ou customisées chez nos clients. Donc dans le cadre des sujets autour de la migration vers l'offre Office 365, l'offre d'Everteam particulièrement adaptée pour répondre à ces problématiques et on vous les présentera aujourd'hui. Donc on va passer une quarantaine de minutes ensemble. Trois sujets vont être abordés durant cette session. On va revenir et faire un petit état des lieux de ce qu'est la Digital Workplace aujourd'hui. On va voir que chacun a sa propre définition et qu'il va falloir clarifier un petit peu tout ça. On va ensuite rentrer sur un point clé de la mise en œuvre de Microsoft 365, qui est la gouvernance et l'urbanisation, qui sont les deux principes clés pour la réussite de la mise en place d'une Digital Workplace avec M365. Et puis, un troisième sujet qui est une question clé qui nous est posée régulièrement, c'est j'ai un existant qui s'appelle un vrac numérique présent dans différents fonds documentaires. Comment je peux préparer la migration vers M365 d'une partie de ce fonds documentaire, la partie à valeur ajoutée, bien entendu. Donc voilà, on va tous ensemble travailler autour de ce sujet-là. On va commencer par faire un petit état de l'art de ce qu'est la Digital Workplace. Alors, comme je le disais à l'instant, on a tous une définition de ce qu'est la Digital Workplace qui est assez différente les unes des autres, mais on peut en tout cas partager un point commun, c'est qu'aujourd'hui, technologiquement, la Digital Workplace est mature, mûre sur le marché et il est temps pour beaucoup d'entreprises de la mettre en œuvre. On va juste partager une définition de ce qu'est la Digital Workplace. Alors, déjà, non, ce n'est pas un intranet. Non, ce n'est pas juste une gestion documentaire. Non, ce n'est pas juste non plus un outil de communication. En fait, la Digital Workplace, c'est tout ça ensemble. C'est-à-dire que ça permet aux utilisateurs, que ce soit les collaborateurs internes comme les partenaires, de travailler ensemble, simplement, efficacement, et puis en mobilité,
Ça permet aux collaborateurs de se focaliser sur leur cœur de métier et la Digital Workplace, eh bien, j'allais dire, est le point d'entrée pour travailler efficacement. Donc, la Digital Workplace, en fait, le périmètre, il est très large puisqu'il couvre historiquement les outils de collaboration, comment je peux les utiliser pour travailler efficacement, simplement et de manière sécuritaire avec mes collaborateurs comme avec mes partenaires. Mais ça couvre aussi et de manière totalement intégrée le poste de travail. Tous les équipements qui sont utilisés doivent être compatibles avec les outils de collaboration qu'on veut mettre en œuvre. Et bien entendu, tout ça s'inscrit dans un espace de travail, dans des places de travail. Et aujourd'hui, si on parle de Microsoft 365, qui est l'objet de notre séance du jour, eh bien, il y a des écosystèmes physiques comme Yeeling, par exemple, qui permet de basculer de son Intel, de son téléphone portable, excusez-moi, je suis en Suisse, de son téléphone portable vers une salle de réunion sans perdre une minute de la séance de travail pour lequel on commençait à initier un échange. Mais tout ça ne peut fonctionner que si on a une culture d'entreprise, si on a une vision, si on a un accompagnement autour de ce qu'est le travail collaboratif, la transversalité, le travail digital qui est porté par toute l'entreprise, donc si la culture nous le permet. Et tout ça forme en fait ce qu'est la vraie Digital Workplace. Alors, quand on parle de Microsoft 365, on parle d'une richesse fonctionnelle qui est extrêmement forte. Et ce qui est présent ici, ce que je vous présente ici, c'est ce qu'on appelle chez nous la pizza des fonctionnalités ou la pizza des besoins. Bien entendu, quand on met en œuvre Microsoft 365, on ne couvre pas d'une seule fois l'intégralité de cette pizza. Et je vais vous les décrire un petit peu. Et l'objet, c'est justement de se dire par quel pan est-ce qu'on veut l'attaquer et qu'est-ce qui apporte de la valeur à mon entreprise, à mon organisation en premier lieu, avant de passer à l'étape suivante. Donc, si je fais un petit focus sur les fonctionnalités et les outils mis en œuvre possibles au travers de Microsoft 365, historiquement, eh bien, il y a tous les outils d'accès à l'information, de gestion documentaire, de recherche d'informations dans ces documents au travers de SharePoint, au travers de Teams notamment, des outils de recherche modernes qui sont possibles et qui sont customisables au travers de PNP Search notamment, et puis tout le volet cockpit de l'utilisateur personnalisé où il a la possibilité de gérer ses propres espaces. Et puis, on met aussi dans cet accès à l'information l'annuaire évolué qui n'est plus un annuaire où je recherche une personne, mais un élément clé dans lequel je peux rechercher une compétence, je peux rechercher un savoir-faire et donc de relier les personnes entre elles plutôt que de relier les personnes aux documents et les documents aux personnes. Le second axe de travail, eh bien, c'est l'axe d'accompagnement. Comment je fais en sorte que mes utilisateurs, mes collaborateurs travaillent efficacement? Eh bien, Microsoft 365 permet au travers des fonctionnalités de streaming, de réseau social, d'e-learning, de permettre de faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs et d'accompagner toute la mise en place de la Digital Workplace M365 de manière simple et rapide. Le troisième volet, qui est aussi un volet plus, on va dire, classique, c'est la collaboration. La collaboration au travers de la messagerie instantanée, la collaboration en lien avec la visiophonie et la téléphonie. Bien entendu, historiquement, Office 365 et la suite bureautique, et puis tout ça chapeauté par Teams. Quand on parle de Microsoft 365, on parle aussi de gain de productivité et la Digital Workplace doit être une source de gain de productivité et grâce à Microsoft 365 et la Power Platform notamment, eh bien, on peut mettre en place des petites applications qui sont de la digitalisation des processus métiers administratifs ou informatiques.
comme par exemple les notes de frais, le processus d'onboarding RH, la gestion de certains contrats simples. Eh bien, grâce à cette Digital Workplace et à l'apport plateforme, en l'occurrence de Microsoft 365, eh bien, on peut garantir une efficience opérationnelle en couvrant des processus qui seraient aujourd'hui soit non couverts par des applications, soit très mal couverts. Eh bien, on peut mettre en œuvre ces outils-là de manière rapide. De la même manière, on garantit entre guillemets de l'efficience en mettant en place de l'intelligence artificielle pour pouvoir, au travers de Copilot, pour pouvoir améliorer la production des comptes rendus, les assistances pour la production, pour la mise en place de réunions, la réservation de salles de réunion avec tout le matériel qui est nécessaire. Eh bien, la Digital Workplace doit être un outil pour faciliter tout cela. Et bien entendu, tout ça s'intègre dans des éléments, j'allais dire, des salles de réunion, des éléments physiques, des équipements. Et ces équipements sont importants parce que il faut qu'ils soient parfaitement couplés à la Digital Workplace. Si on parle de Microsoft 365, eh bien, je pourrais prendre l'exemple de Yealink qui permet, encore une fois, d'avoir un continuum dans les échanges avant la réunion, durant la réunion, soit dans une salle ou à l'extérieur. Et c'est grâce à ces équipements qu'on peut garantir de l'efficacité et de la transparence dans les usages. Et bien entendu, le dernier point, c'est la notion d'intranet et d'espace communautaire. On revient à la notion de SharePoint, on revient à la notion de Teams qu'on va travailler juste après. Et ce sont des éléments clés de Microsoft 365 et de la Digital Workplace. Si on veut réussir en fait la mise en œuvre d'une Digital Workplace à travers de Microsoft 365, il y a deux éléments clés qui ressortent de nos expériences. C'est l'urbanisation d'une part et la gouvernance d'autre part. L'urbanisation, on va le voir juste après, c'est un élément clé parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver face à certaines douleurs et certaines difficultés et je vous propose de les aborder juste après. Quand on rencontre nos clients, eh bien, en fait, ils nous disent plusieurs choses. La première, c'est ceux qui ont mis en place Microsoft 365, c'est dire, c'est super, c'est hyper riche et je suis totalement perdu derrière cette richesse. Le deuxième point, c'est on a mis en place Microsoft 365, notamment en période on va dire post-Covid ou durant ou pré-Covid justement, et notamment Teams qui a permis d'échanger de manière rapide. Sauf que Teams sans gouvernance, sans urbanisation, eh bien, ça se multiplie et on en perd le contrôle et on ne sait plus ce qui est produit, quand, comment, et ça nous met même, nous, entreprises, j'allais dire, puisque si je me mets du côté des chefs d'entreprise, ça nous met en danger parce qu'on est en écart par rapport à certaines lois, lois sur la protection des données notamment, et puis ça nous met en danger vis-à-vis de la sécurité de l'information. L'autre élément clé, c'est finalement, super, on a mis en place Microsoft 365, mais je ne comprends pas quel outil utiliser, parce que finalement, il y a quel est le meilleur outil à utiliser pour quelle fonctionnalité. Le bon outil pour le bon usage, ça aussi, c'est une douleur qui est assez fréquente. Et il nous faut vraiment travailler en amont de tout cela, ou en tout cas le plus vite possible sur la gouvernance et l'urbanisation pour traiter ce volet-là, parce que ça va faciliter l'adoption et la conduite du changement. En fait, cet écosystème qui est Microsoft 365, c'est un écosystème qui est hyper attirant, mais vous venez de le voir, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement large. Et il nous faut avoir une approche qui doit être user-centrique, c'est-à-dire qu'on doit définir les profils types d'utilisateurs et de bien comprendre les besoins clés des utilisateurs pour mettre en place par étapes successives
d'une part, et en fonction de la valeur ajoutée métier versus la complexité de mise en œuvre, les premières briques fonctionnelles et de les enrichir progressivement au fur et à mesure qu'on avance en maturité et en adaptation. Le deuxième volet, et ça c'est un point clé, c'est que aujourd'hui, on sait que Teams est le barycentre de tous les usages, que ça va devenir le point d'entrée unique de Microsoft 365. Donc, il s'agit vraiment de travailler autour de Teams pour veiller justement à ce que ça ne devienne pas la jungle et qu'on ait une maîtrise et un monitoring des actions et des usages autour de Teams qui soient là. Pour pouvoir maîtriser Teams, eh bien, il faut pouvoir normaliser et éviter de faire du spécifique. Et donc, il faut définir des règles de gouvernance. Il faut les appliquer, ces règles de gouvernance, opérationnellement dans Microsoft 365. Et il faut définir des standards qu'on applique à tout le monde pour pouvoir, encore une fois, assurer une certaine maîtrise. Un standard, ça ne veut pas dire que c'est le même standard pour tous les collaborateurs, ça veut dire qu'on doit trouver des standards par persona et qu'il nous faut donc trouver le chemin autour de cette normalisation. Et puis, comme je le disais, on est dans un processus d'amélioration continue, donc on doit mettre en place tous les éléments de conduite du changement, collecter du feedback des collaborateurs, les entendre, améliorer les choses et enrichir en permanence la plateforme pour répondre aux nouveaux besoins, d'une part, et puis démontrer que ce qui a été mis en place s'améliore de jour en jour. Voilà, alors je prends le relais. Merci Arnaud. Effectivement, cet écosystème qu'on met en place est un écosystème très attirant parce que très très riche fonctionnellement. Et si on fait un focus sur Teams, il est très attirant et très facile à prendre en main. Et on voit au bout du compte le résultat qui devient quelque chose de complexe dans la mesure où ces dernières années, dans les années Covid et post-Covid, on a vu se développer de manière totalement exponentielle les Teams. Et au final, on reproduit d'une certaine manière un vrac numérique que l'on avait déjà dans nos serveurs ou dans d'autres applications. Donc, on perd totalement la maîtrise de l'information dès le départ en ne gérant pas la construction et la structuration de cet écosystème. Donc, quand on va faire cette conception et cette construction des écosystèmes, on va non seulement vouloir optimiser des processus, améliorer les partages, la collaboration, l'accès à l'information, le travail au quotidien, mais on va aussi faire en sorte d'intégrer effectivement des principes et des règles de gouvernance dans cette conception de manière à faciliter le respect de bonnes pratiques et la mise en conformité dans la gestion de l'information que l'on va travailler dans cet écosystème. Dans le cadre d'une migration, en fait, on va se poser deux types de questions. Déjà, le quoi, qu'est-ce qu'on veut migrer? Et on va définir la stratégie de migration à partir de cette base-là. De quoi j'ai besoin pour travailler dans ce nouvel environnement? Mais par défaut et par miroir, si je dis de quoi j'ai besoin, je dis aussi de quoi je n'ai pas besoin, donc ce dont je ne veux pas, et que je peux éliminer, ou ce dont je ne veux pas parce que j'en ai plus utilité, mais que je dois conserver. Ça, c'est une question, effectivement, c'est une des parties du travail qui est délicate et que nous allons voir juste après pour voir comment un outil comme celui qu'on va vous présenter peut nous aider dans cette phase d'analyse et d'évaluation de la valeur de l'information, du besoin de ce qu'on a à migrer ou pas. Le deuxième point qu'on en a à voir dans la préparation de la migration, ça va être le où et comment je vais migrer les informations que j'ai identifiées comme nécessaires dans ce nouvel écosystème dans lequel je vais devoir travailler. Et là, effectivement, on va se poser des questions. J'ai identifié ce que je veux récupérer, mais j'ai un ensemble de documents. Qu'est-ce que je vais en faire? Je les mets dans un Teams, je les mets dans plusieurs Teams. Mes documents vont aller dans une bibliothèque SharePoint, on reviendra dessus, mais du coup, comment tout ça va se retranscrire dans ce Teams en canaux, comment je vais un contenu d'une page dans un wiki ou d'une page de contenu, comment je vais la transformer en page SharePoint peut-être autre chose, et comment elle va réapparaître dans cet univers Teams. Il faut que je sois capable, avant de migrer, de concevoir la cible et de ce que je veux faire et comment je veux le mettre à disposition des utilisateurs dans ce nouvel environnement de travail. Donc, il faut se poser des questions en amont sur la conception, la vision et l'architecture de cet écosystème
que l'on va vouloir mettre en place pour permettre aux utilisateurs de s'y retrouver très facilement, de naviguer à travers cet écosystème, d'utiliser toutes les fonctionnalités, tout en mettant en place, encore une fois, des bonnes pratiques de gouvernance. Cette phase de conception de réflexion, on l'a fait en accompagnant nos clients, en proposant des principes, en proposant une architecture cible, de manière à travailler en réaction avec les utilisateurs. C'est toujours la même question. Il faut essayer non pas de créer de rien, mais de proposer quelque chose pour gagner du temps, amener de l'expérience, des retours d'expérience et aider l'utilisateur à construire son environnement. C'est déjà une première étape dans l'adoption et l'acceptation de ce nouvel écosystème. Alors, une fois qu'on en est là, donc ces écosystèmes, schématiquement, si je résume, se construisent autour de différentes briques fonctionnelles. Et avec cette brique particulièrement importante, donc qui est Teams, mais Teams est l'espace de travail, de collaboration, de communication. Donc c'est la partie visible en fait dans laquelle je vais interagir avec mes collaborateurs. En dessous de cette brique fonctionnelle, il y a SharePoint qui est là le véritable espace de stockage. Je ne stocke pas dans Teams, mais je vais stocker dans le SharePoint qui est sous ce Teams. Et dans cet espace-là, je vais pouvoir définir et appliquer des règles de gouvernance documentaire. Et puis, il y a d'autres briques. Il y a les conversations qui sont un élément important. Dans ces conversations, selon les environnements, il va pouvoir s'échanger des informations fortes, des informations qui ont de la valeur. Donc là aussi, on se posera des questions autour de la gouvernance. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va gérer ces éléments-là? Et puis l'autre brique, c'est ces applications qu'on vient plugger dans cet écosystème et dans lequel on va gérer, encore une fois, de l'information et des données qui peuvent avoir de l'importance. Je citerai par exemple des applications où on gère des réunions, des comités de direction, des comités de projet dans lesquels on prend des décisions, on a des PV. Toutes ces données sont dans ces applications. La question est de savoir, est-ce que je dois les conserver et comment je vais gérer ces éléments-là? On va donc se poser des questions au cas par cas en fonction des données et de l'environnement et des contraintes que l'on a à gérer sur ces éléments. Alors, dans la conception et la mise en œuvre de cet écosystème, un des points de douleur majeurs qu'a souligné Arnaud, c'est le cycle de vie. On rappelait au début qu'effectivement, dans les années Covid et post-Covid, on a vu se développer, on a vu un nombre de Teams, de sites SharePoint de manière exponentielle. Et aujourd'hui, on se retrouve chez la plupart de nos clients avec des multitudes de sites Teams ou des SharePoint dans lesquels il y a de l'information, mais qui ne sont plus gérés, qui ne sont plus, pour une bonne part, plus actifs, il ne s'est rien passé, ils ne sont plus gérés, mais on ne sait plus très bien ce qu'il y a dedans, et il peut y avoir de l'information à valeur forte. On ne sait pas forcément qui gère, qui est responsable de ces sites-là, et qui est responsable de l'information qui est dedans. Bref, on reproduit, encore une fois, une notion de vrac numérique, et on ne maîtrise pas du tout l'information qui est à l'intérieur. Donc, dans la démarche de conception, en fait, de ces environnements, on va essayer de prendre en compte cette dimension qui est vraiment un des problèmes majeurs qu'on rencontre actuellement. Alors, objectivement, on voit chez la plupart de nos clients une prise de conscience autour de ces sujets et on a vu arriver la mise en place de procédures de création avec un formulaire, une demande et la mise en place d'un site Teams pour autant que ces procédures soient bien mises en œuvre et bien respectées. Pour la clôture, la fin de vie d'un écosystème Teams ou autre, c'est un peu plus difficile et là, il va falloir se poser effectivement des questions. Quand on va concevoir cet écosystème, on va essayer de proposer, notamment autour de ces briques fonctionnelles Teams et SharePoint, de proposer des principes, des grands principes qui soient partageables, mutualisables, c'est-à-dire adopter des règles communes. Chacun a son environnement d'information, mais on peut partager des principes d'organisation, des règles communes. Et là, on peut proposer des templates, une approche un peu plus structurée et des templates, notamment des templates de Teams. D'une manière très générale, on voit trois grandes familles de Teams, des Teams projets. Alors, dans le cas du projet, c'est intéressant et théoriquement facile parce qu'il y a un début de projet et une fin de projet, en théorie. Mais donc, quand on sait gérer la création de son Teams projet et qu'on a à un moment donné un événement déclencheur de la fin du projet, un livrable, on peut clôturer et on peut à partir de là avoir défini
des règles qui disent qu'est-ce que je fais de l'information, est-ce que je trie déjà un petit peu ce qu'il y a dedans, est-ce que je vais capitaliser parce que je vais pouvoir réutiliser, il y aura d'autres projets sur ce sujet-là, c'est important de capitaliser, c'est un patrimoine informationnel pour l'organisation. Est-ce que je dois archiver parce que dedans j'ai des informations dans lesquelles il y a des obligations légales ou réglementaires qui font que je dois conserver sur une durée donnée ces informations, ou est-ce qu'au contraire j'en ai vraiment plus besoin, ça n'a plus d'intérêt et je peux éliminer. Donc ça, c'est le premier cas sur Teams Projet. Donc on voit bien qu'on va pouvoir gérer sur la base d'éléments, d'une définition, d'une analyse de ce type d'information et des types de besoins, définir une règle de gouvernance déjà sur cet environnement, création, clôture et traitement de l'information et du sort final qui sont à l'intérieur. Dans les deux autres familles de Teams, le Teams Service ou le Teams Communauté, communauté de pratique, communauté de métier, on a une date de début, d'ouverture, de création du site, ok, très bien. Par contre, on n'a pas de date de fin. Un service, il existe tant qu'il n'y a pas de réorganisation. Un service ou une communauté, c'est pareil. Ce service va produire de l'information liée aux activités quotidiennes en permanence. Donc, on va alimenter, produire du document et enrichir ce Teams et en dessous les SharePoint et les autres applications au fil du temps. Donc là, on va se poser des questions non pas au niveau de l'espace, de l'écosystème, mais au niveau en dessous, donc et notamment dans le SharePoint, qui est l'espace de stockage documentaire, pour savoir comment je vais pouvoir gérer l'information qui est dans cet environnement de manière un peu plus fine, au niveau de l'information. Dans le SharePoint de stockage documentaire, je vais pouvoir proposer une structuration de l'information qui va me permettre de poser des règles d'accès, de confidentialité, de sécurité, poser des règles de gestion du cycle de vie. Si j'organise et que j'organise mon information de manière à pouvoir poser des règles sur certaines rubriques, des règles adaptées à chacune de ces rubriques, ça va me permettre d'avoir une gestion plus maîtrisée de l'information qui est à l'intérieur de cet environnement. Et en termes de conservation, si mon service existe pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, je vais peut-être pas vouloir garder toute l'information dans cet écosystème parce que je n'en ai plus besoin et je vais pouvoir définir une règle. Au-delà de tant de temps, je n'ai plus d'utilité de cette information. Je vais soit l'éliminer, soit l'archiver parce que j'ai une contrainte légale, soit je vais la capitaliser. Donc, je vais poser des règles au niveau documentaire et au niveau du SharePoint qui est l'espace de stockage. Donc, on voit bien que dans la conception de cet écosystème, toute la réflexion sur la structuration doit répondre à la fois aux besoins d'amélioration des process de partage-collaboration et à la fois prendre en compte ces impératifs de gouvernance qui vont me permettre, et là on peut passer au slide suivant, Nourdine, s'il te plaît, d'assurer, d'une part, d'éviter plutôt le développement anarchique de ces teams, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire des quantités de teams inactifs non gérés, et la non-gestion de l'information qui est à l'intérieur de ces teams, avec le risque induit par cette non-gestion. L'idée, c'est également d'assurer à l'organisation la conformité aux exigences légales et réglementaires auxquelles elle est soumise, donc être capable de prouver qu'on a bien géré l'information comme elle doit l'être gérée. Et en plus de ça, ce qu'on va essayer de faire dans la conception de cet écosystème, et peut-être par l'utilisation d'outils dédiés, c'est de mettre en place un monitoring et un suivi. Parce que ça demande un effort au départ de structurer ces environnements, ça demande un effort d'avoir défini des règles et des principes. Il faut faire en sorte que cet effort soit pérennisé et que ça puisse nous permettre de monitorer et de gérer dans le temps de manière la plus pragmatique possible et sans solliciter forcément énormément les utilisateurs qui ne sont pas des gestionnaires d'information. Donc, c'est tout l'enjeu de cet ajout, de cette notion de gouvernance documentaire dans la conception de cet écosystème, au-delà de l'optimisation des processus, c'est d'assurer cette gestion de cycle de vie, de la conformité et de pouvoir suivre et monitorer dans le temps sans avoir à refaire le travail tous les 2 ou 3 ans. Ça, c'est la cible. Donc, une fois que j'ai fait ça, je saurais dire, une fois que j'ai déterminé mes documents qui sont à migrer, où je dois les mettre, dans quel Teams ou dans quel SharePoint je vais les mettre, dans quelle bibliothèque, comment cette bibliothèque devient un canal, comment ma page de contenu devient un onglet, et ainsi de suite. Donc, je sais mapper et je sais, et mes besoins de migration vont aussi me permettre d'ajuster ma structuration de cet écosystème.
Ça, c'est bien, c'est une fois qu'on a déterminé ce qu'on voulait migrer. Mais, et si je passe au slide suivant, tout l'enjeu, et je reviens à la première question que j'avais posée, c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit migrer? Un des points majeurs de ce travail de migration vers cet écosystème, c'est de définir, d'évaluer, de trouver l'information qui est à migrer dans un environnement, dans des environnements sources qui sont multiples, qui sont souvent pas forcément bien gérés, pas forcément structurés, dans lequel j'ai un volume de documents qui peut être humainement non gérable, avec des documents obsolètes, des doublons, des documents à risque. Et là, c'est un problème parce que ce travail d'analyse pour identifier ce qui doit être migré est parfois compliqué à faire, difficile à faire. Et c'est là où on va faire appel à des outils qui vont nous aider à traiter ce vrac numérique pour préparer la migration. Très bien, merci beaucoup Myriel. On va poursuivre avec la démonstration de l'offre Everteam, avec l'offre Everteam ID Suite, pour finalement traiter ces vracs numériques en prévision d'une migration vers Office 365. Alors, on va juste rapidement switcher de la présentation vers un environnement de démonstration. En fait, quand l'on est dans une entreprise qui désire passer vers Office 365, la plupart des entreprises ont toutes des vracs numériques sous forme de file system. Toutes, une très très grande majorité. Parfois, ça peut aussi être des SharePoint on-premise, enfin des environnements où on a des corpus documentaires qui se sont amoncelés, qui se sont accumulés, sur lesquels il y a besoin finalement de réaliser un travail préparatoire avant de les migrer vers Office 365. Alors, on pourrait se dire que ce travail pourrait être fait à la main. Concrètement, dans les faits, c'est tellement lourd que ce n'est humainement pas possible. On l'a constaté dans de multiples situations. La plupart des clients ont des file systems qui peuvent mesurer plusieurs dizaines de téras, qui comportent des millions et des millions de fichiers. Et donc, par rapport à tous les éléments de valeur et tout le travail préparatoire qui a été évoqué par Arnaud et Myriel, on se rend compte qu'il y a besoin d'un outil pour aider dans cette démarche. Alors, comment l'outil d'Everteam va pouvoir aider? De manière assez simple. Le produit d'Everteam, à la base, est un outil qui est vide. C'est une coquille vide qui attend de se connecter à des vracs numériques en prévision d'un traitement préalable, de préparation, sous différents aspects qu'on va évoquer. Donc, l'outil a une philosophie où, finalement, vous avez la possibilité assez simplement de créer des connexions. Donc là, je suis connecté, par exemple, à un file system. Je suis connecté également à un SharePoint, à une messagerie, mais on va beaucoup travailler avec le file system dans le cadre de cette présentation. Je me suis connecté à ce file system et sur cette connexion au file system, j'ai indiqué où se trouvait ce file system. Donc assez simplement, j'ai indiqué le niveau d'analyse que je voulais réaliser sur ce file system. En l'occurrence ici, j'ai trois options possibles. Soit je fais une analyse de niveau 1. Dans ce cas-là, ça veut dire que je ne vais m'intéresser qu'à l'analyse des noms des fichiers, propriétés des fichiers et plan de classement. C'est tout. Je peux appliquer le niveau 2. Dans ce cas-là, le système va également analyser le contenu des fichiers. Donc, je vais extraire le contenu des fichiers qui me permettra de réaliser des actions supplémentaires, comme de la recherche plein texte. Ou de réaliser le niveau 3. Et dans ce cas-là, dans le niveau 3, l'outil va être capable d'extraire des métadonnées qui m'intéressent et qui se trouvent au sein même des fichiers. Des métadonnées que je vais pouvoir configurer et déterminer au niveau de l'outil. Dire, par exemple, j'aimerais que tu m'extrais le nom des personnes, des numéros IBAN, des numéros de téléphone si tu en trouves, parce que ça peut m'aider à détecter des documents sensibles. Mais je veux aussi que tu m'extrais les numéros des employés, je veux que tu puisses m'extraire des numéros de contrat, etc., etc. Donc on peut configurer comme ça tout un ensemble de critères que l'on veut extraire dans les documents de manière automatique en s'appuyant sur une technologie de traitement automatique du langage qui s'appelle de l'extraction d'entités nommées. On peut enfin appliquer des filtres pour dire je ne voudrais analyser dans mon vrac, par exemple, que les fichiers PDF ou que les extensions Word, etc., etc. Donc, on peut comme ça déterminer des ensembles de données que l'on veut analyser, des sous-ensembles que l'on veut analyser. Lorsque ça s'est opéré, il n'y a plus rien à faire. L'outil est capable de traiter des centaines de milliers de documents par heure et donc, il va balayer en fait les espaces documentaires. Donc, le file system, il va balayer le file system et il va me trouver comme ça, il va me reproduire l'arborescence de mon file system. Donc, si je devais reprendre cette arborescence dans le file system directement, dans le file system, j'avais une arborescence comme celle-ci, avec corporate drive, avec des sous-répertoires, avec des documents à l'intérieur, etc. Avec quand même de grandes difficultés humainement pour pouvoir naviguer là-dedans.
éventuellement retrouver des documents qui m'intéressent. J'ai une fonction de recherche qui est quand même pas hyper fastidieuse, qui est très lente, qui me permet pas de réaliser des actions. Là, avec l'outil Discover, je navigue dedans instantanément. Si je cherche un document, je le recherche, il va me le trouver immédiatement. Il va me dire qu'il en a trouvé 37 qui contenaient ce terme-là. Il va me dire exactement dans quel répertoire il les a trouvés. Je vais pouvoir ensuite aller en liste résultats. Je vais pouvoir cliquer sur le document qui m'intéresse. Je vais pouvoir aller visualiser le document. Donc, en quelques secondes, sans avoir fait aucune migration, je pose l'outil, je me connecte et automatiquement, j'ai accès au document de manière 10 fois plus rapide, 100 fois plus rapide, en accès, en recherche, en consultation, en navigation. Donc, un gain d'efficience dans la préparation qui va être certain instantanément en déployant le produit. Alors, évidemment, on peut faire bien plus. On peut faire bien plus. Si on revient sur notre tableau de bord, là, j'ai une consultation de mes sources. Vous avez vu qu'on pouvait faire des recherches et naviguer dedans, faire des recherches simples, faire des recherches expertes par formulaire, mais je peux aussi constituer des tableaux de bord. Et donc là, je vais avoir une vision de mon corpus, de mon vrac, qui est beaucoup plus développé. Donc je vais pouvoir l'analyser comme ça de manière plus complète. Il va me présenter différentes informations qui vont constituer ce tableau de bord, que je vais pouvoir ajuster. Je peux comme ça modifier graphiquement des aspects graphiques de mon tableau de bord. Je peux aisément déplacer les éléments dans mon tableau de bord. Je peux également customiser complètement mon tableau de bord en voyant tous les indicateurs que l'outil extrait. Donc l'outil extrait énormément de métadonnées des documents, des métadonnées qui sont propres des métadonnées visibles, les propriétés techniques, le nom du fichier, les propriétés du fichier, les structures du plan de classement, mais il permet d'extraire beaucoup plus que cela. Il permet d'extraire toutes les métadonnées, même encapsulées dans les fichiers. Donc, ce qui permet après d'avoir un certain nombre d'indicateurs pour réaliser des analyses et des opérations d'assainissement de premier niveau. C'est vrai que quand on veut migrer des documents vers Office 365, la première chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de migrer, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de migrer. Donc là, par exemple, on pourrait s'intéresser à une première phase d'assainissement purement technique, sans s'intéresser au contenu des fichiers. Par exemple, je veux m'intéresser aux fichiers qui font plus de 50 mégas. Donc là, je vois, j'ai 15 fichiers qui font plus de 50 mégas. Je clique sur la facette, il me les isole, je peux directement aller les voir et voir si j'ai besoin de les garder ou pas. J'ai ici la taille de ces fichiers, j'ai des fichiers qui font jusqu'à 300 mégas, 400 mégas. Je peux les regarder, je vois que c'est des fichiers MP4, des fichiers zip, des gros points doc, des exécutables, qui sont quand même assez risqués. Migrer un exécutable, c'est pas forcément une bonne chose à faire dans un Office 365. Mais je peux aller plus loin. Je pourrais dire, par exemple, je ne m'intéressais pas aux fichiers qui font plus de 50 mégas. Alors, ces fichiers qui font plus de 50 mégas, je pourrais les mettre de côté. Je pourrais tout à fait les sélectionner et dire, je veux les mettre de côté pour les traiter plus tard. Je vais choisir un panier qui existe, un panier que j'ai créé qui s'appelle à assainir. C'est des fichiers que j'aurais peut-être à nettoyer. Ça y est, mis de côté. Je peux continuer et me dire, maintenant, j'aimerais m'intéresser à des fichiers qui ont des extensions de format exotiques. Donc là, par exemple, j'en ai 17 qui ont des extensions de type application. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des extensions de fichiers de type application? Je vais aller dedans et je vais voir qu'il y a des DLL, des fichiers exécutables, alors c'est principalement des applications et des DLL, donc que des fichiers à risque en vrai. Donc je retrouve des fichiers volumineux que j'avais vu tout à l'heure, mais ces fichiers-là, je peux aussi tous les sélectionner et les mettre dans mon panier. Toujours à assainir. Quand je mets 2 fois le même fichier dans le panier, il n'y est pas 2 fois, il est présent qu'une seule fois, bien évidemment. Mais je peux continuer et me dire, je vais m'intéresser aux fichiers qui sont anciens. Par exemple, je vais prendre les fichiers enlever les fichiers de type application, je vais prendre les fichiers qui ont plus de 10 ans. Donc je suis en 2024, je vais prendre les fichiers qui sont avant 2014. Il y en a 4600. Ces fichiers anciens, après, charge à moi de savoir si je veux vraiment les assainir. Mais je pourrais tout à fait aussi, pareil, les voir ici, les analyser. Je vois que j'ai vraiment beaucoup de fichiers qui ont plus de 10 ans. Ensuite, m'intéresser à ces fichiers et regarder par rapport aux exigences de conservation des différents services, savoir s'il y a des services qui ont besoin de conserver des documents de plus de 10 ans. Si je vois par exemple que le service projet ne conserve jamais des documents qui ont plus de 10 ans, je viens ici, il y a 9 documents concernés. Ces 9 documents concernés, je peux les prendre, pareil, les rajouter au panier. Je ne vais pas le refaire.
Mais toujours pareil, je peux mettre comme ça de côté. Donc les fichiers anciens. Je peux m'intéresser enfin aux fichiers doublons. Je peux dire, sur un espace particulier, par exemple, dans mon disque file system, sur les fichiers qui se trouvent dans le répertoire à classer, j'aimerais savoir si j'ai des doublons. Dans ce cas-là, je mets en vision liste, je clique sur doublons, le système va automatiquement analyser tous les fichiers et me dire, bah, dans les différents espaces, tu as, par exemple, sur le CV de Alain Martin, tu as ce CV qui a été couplé à plein d'endroits différents. Donc, on a plein de copies de ce CV. Je le vois ici. Je peux venir le consulter. Et si je viens ici, bah, je vais constater que c'est exactement le même que j'ai à plusieurs endroits. Charge à moi, après, de réaliser une action. Soit je le mets toujours pareil dans le panier pour avoir le lot de tous les documents que je dois potentiellement assainir. Soit je peux directement les supprimer parce qu'il n'y a pas de doute. Je sais très bien que c'est plusieurs fois le même fichier, donc je pourrais directement les supprimer. Je pourrais éventuellement les copier, les déplacer. Enfin, il y a plein d'actions que je pourrais faire. Le point qui est important de noter ici, c'est que je peux détecter les doublons exacts, mais je peux aussi détecter ce qu'on appelle les doublons proches. Les doublons proches, c'est intéressant parce que ça permet de détecter les fichiers qui n'ont pas forcément les mêmes noms, qui n'ont pas forcément exactement le même contenu, mais qui ont un contenu qui est proche à 90%. Donc c'est intéressant, par exemple, pour identifier une succession de versions. Je pourrais dire, sur les doublons proches, je veux garder le plus récent, basé sur la date de dernière modification. Ça veut dire que je considère que le fichier qui a la date de modification la plus récente sur des doublons proches, c'est probablement la dernière version du document. Et en l'occurrence, je pourrais après dire, les autres versions, je peux décider de les sélectionner. Et par exemple, toujours pareil, je les mets dans mon fameux panier à assainir. Donc c'est un système qui va permettre comme ça, tout de suite, de faire un assainissement et une réduction des coûts de premier niveau. Donc on gagne en efficience et on a ce qu'on appelle un low hanging fruit. On a tout de suite des résultats qui permettent de réduire le coût de stockage sur des volumes de documents qui, a priori, ne devraient pas être conservés par l'entreprise. Donc on les met dans un panier. Vous avez vu que tous ces traitements, je les ai faits en masse. Alors en masse, très rapidement à partir des actions que je vous ai montrées. Et les actions, on peut vraiment les faire en masse. Hein. J'aurais pu choisir, par exemple, tous les documents, les 1600 documents, et faire une action ensemble sur ces documents pour les mettre dans un panier. Donc le système fonctionne en mode pile. Il est en structuration big data, c'est-à-dire qu'il est capable de traiter des très gros volumes de documents sans perturber le fonctionnement du produit. Il va traiter au fil de l'eau, de manière asynchrone, les documents pour les différentes actions que vous lui aurez données. Alors c'est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces actions, on pourrait les faire en automatique. C'est-à-dire que je pourrais lui dire, là je les fais en masse, hein, c'est quand même très rapide, mais je pourrais aller encore plus vite. Je pourrais lui dire, les documents par exemple qui font plus de, on va prendre l'exemple de tout à l'heure, les fichiers qui font plus de 50 mégas, les fichiers qui font plus de 50 mégas, je veux enregistrer cette requête et je veux dire, je vais l'appeler volume, je vais réaliser une action qui est par exemple de les supprimer. Bon, c'est une action qui pourrait être différente. Hein. Je pourrais supprimer. Je peux mettre ici un commentaire car trop volumineux. Voilà. Ce commentaire sera tracé, ok. Mais j'aurais pu mettre une autre action. J'aurais pu mettre une action de les taguer. J'aurais pu mettre une action de me notifier par mail. Voilà, tout un ensemble d'actions qu'on peut comme ça automatiser. Je peux définir une périodicité en disant que je veux que cette action se déclenche une fois par mois. Donc le système va, une fois par mois, balayer le file system, identifier si des documents font plus de 50 mégas, et si c'est le cas, il va automatiquement les supprimer. J'aurais pu, ce qui est plus cohérent, ça aurait probablement été de les taguer ou de m'envoyer une notification par mail. Okay. Donc ici, notifier, qui me notifie par mail que j'ai reçu des documents volumineux. Vous allez me dire pourquoi automatiser ? Automatiser, c'est intéressant dans le cas où la migration des documents du file system vers Office 365 prendrait du temps, parce que le file system est encore utilisé par une partie des équipes. Donc on peut comme ça continuer à appliquer des actions automatisées pour éviter d'avoir des choses répétitives à réaliser tout le temps. Donc ça, c'est les actions techniques. Mais on peut aller encore plus loin. Alors comment on peut aller encore plus loin ? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait analyser le contenu des fichiers. Quand on analyse le contenu des fichiers, ça permet de faire de la recherche plein texte, c'est ce qu'on a fait juste avant, quand on a cherché un document sur le terme annual et on l'a trouvé instantanément. Mais ça permet aussi de retrouver des métadonnées au sein des documents et d'avoir donc des tableaux de bord
qui sont focalisés sur les données sensibles, par exemple, ou les documents engageants. Donc, quand vous êtes sensible à des besoins de conformité, vous pouvez tout de suite, sur vos vracs numériques, avant même de les migrer sur Office 365, vérifier que toutes les métadonnées sont bien renseignées, détecter les documents engageants. Là, le système a détecté des données personnelles. On voit ici la répartition. Il me dit, voilà les documents qui contiennent de la donnée personnelle, voilà ceux qui n'en contiennent pas. Je pourrais tout à fait filtrer pour lui dire, intéresse-toi uniquement aux documents qui contiennent de la donnée personnelle. Et sur ces documents qui contiennent de la donnée personnelle, je voudrais que tu t'intéresses uniquement au file system. Et sur ce file system, j'aimerais que tu t'intéresses uniquement au corporate drive ressources humaines. Voilà. Et j'aimerais que sur ce corporate drive ressources humaines, tu cherches que là où tu as trouvé des noms de personnes. Donc là, en quelques clics, j'ai focalisé mon attention pour vérifier la conformité sur un espace particulier de mon file system. J'aurais pu le faire sur l'ensemble du file system. Et ensuite, je peux voir ici les documents qui sont concernés. Je peux consulter un document. Je peux même investiguer. Je peux ouvrir ici le contenu. Alors, je peux visualiser, bien entendu, le document. Mais je peux aussi analyser la détection qui a été opérée. Et là, le nom de personne qui a été trouvé, c'est Alain Martin. Et il l'a trouvé exactement à cet endroit dans le texte. Donc, je peux comme ça vraiment faire une analyse poussée des détections de données sensibles dans les documents, ce qui ne m'empêche pas après d'aller revoir le document et de retrouver ici le nom d'Alain Martin, évidemment trouvé ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut parfois détecter dans des documents volumineux un texte qui est écrit en tout petit et qui est extrêmement dur à voir, que l'outil va détecter de manière automatique parce que l'outil analyse le texte dans sa complétude. Et donc après, ce qui est intéressant, c'est que tous ces documents qui contiennent de la donnée sensible, je peux les sélectionner, décider de les taguer et leur appliquer un tag qui serait par exemple dire que c'est des documents sensibles. Et donc ça va me permettre après de m'en rappeler. Et ces métadonnées, bien évidemment, toutes ces métadonnées que je renseigne derrière sont renvoyées dans Office 365 pour être réutilisées après dans des métadonnées d'Office 365. Cette philosophie d'enrichissement, elle est très importante parce qu'elle permet de détecter des données personnelles, des données sensibles, mais elle permet aussi d'alimenter, de préalimenter des formulaires. Là, par exemple, il a détecté des noms de personnes, des noms d'organisations, des localisations, des mails, des téléphones, des numéros d'IBAN, etc., etc., etc. Ça signifie que toutes les règles que vous aurez établies avec les équipes Redsen pour déterminer les métadonnées attendues dans Office 365, on pourra préparer ces métadonnées, les renseigner, les alimenter de manière automatique avant même de les envoyer dans Office 365 pour être certain que quand elles arrivent dans Office 365, elles sont déjà renseignées et déjà prêtes. Alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Oui, on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin en s'intéressant au cycle de vie et au classement des documents. Et dans ce cas-là, on va aller encore à un autre niveau. On va utiliser des technologies d'IA qui vont nous aider à typer les documents et à les classer. C'est l'onglet Gouvernance. Dans cet espace-là, on va enlever un petit peu les filtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cet espace-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a étudié le contenu des documents et on a utilisé des technologies de classification automatique. Donc là, c'est de la classification automatique par apprentissage. Donc, c'est des technologies d'IA qui ont été ici mises en œuvre, qui vont en fait apprendre les documents connus de votre vrac numérique. Vous allez lui donner des documents que vous connaissez déjà. Vous dites, les documents de ce répertoire, ce sont des contrats. Les documents qui commencent par CEI, c'est des bulletins de paie, etc., etc. Ces documents-là, l'outil va les apprendre. Et sur la base de cet apprentissage, ensuite, il va être capable, par des technologies d'IA, d'étendre cette logique aux documents inconnus. C'est-à-dire qu'il va balayer l'ensemble des fichiers de votre file system et il va essayer, par comparaison et par analyse, morphosyntaxique et sémantique, il va essayer de classer automatiquement les documents. Et cette classification automatique, elle a une très forte valeur. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre, finalement, de typer vos documents. Ce typage va permettre de déterminer les dates d'élimination prévues et donc d'identifier encore des documents que vous n'aurez pas besoin de migrer dans Office 365 parce qu'ils ont déjà atteint leur date légale de destruction. Et donc de réduire encore le volume à migrer. Et également de structurer les documents dans des plans de classement, ce qui va vous permettre de charger vos documents dans Office 365 en les organisant déjà dans des plans de classement. Cette philosophie, elle est totalement automatisée en se basant sur du machine learning. Elle peut également être opérée à la main
par des actions par lot ou des actions manuelles en utilisant la fonction gouverner, où là, je vais moi-même typer les documents sur la base d'un référentiel de conservation qui pourrait être le même que celui qui est dans Purview, qui serait chargé dans notre outil. L'objet à terme, c'est quoi? À terme, c'est de pouvoir migrer les documents à la main ou en masse par des règles automatisées pour les envoyer automatiquement vers excusez-moi, c'est pas l'action gouverner, mais c'est l'action envoyer vers Office 365, qui serait le système de stockage, par exemple, de votre application. Voilà. Migration au 365. Voilà. Qui peut ensuite être exécuté directement vers Office 365 en capitalisant sur les tris qui ont été opérés, l'enrichissement qui a été opéré, l'assainissement qui a été opéré, l'identification des documents sensibles qui a été opérée au bénéfice directement d'Office 365 conformément aux règles et à la gouvernance qui aura été établie avec les équipes de Redsen. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. J'espère que ça aura été clair. On se tient à vos dispositions pour plus de questions par la suite. Oui, donc en conclusion, je vais essayer de tenir le timing. Donc on a fait un état des lieux assez rapide de ce qu'est la Digital Workplace aujourd'hui. On a vu que la maturité était là, mais que ça nécessitait, notamment si on parle de Microsoft 365, de mettre en place au préalable ou très vite, lorsqu'on le met en œuvre, une réflexion autour de l'urbanisation et de sa gouvernance. Et que l'une des premières étapes, c'est le traiter le vrac numérique pour pouvoir migrer ce qui a de la valeur et ce qui fait sens pour l'entreprise. Bien entendu, ces 40 minutes ne permettent pas d'entrer dans des niveaux de détail très fins et surtout ne correspondent peut-être pas à vos besoins, vous. On sera ravis, Redsen comme Everteam, de venir vous voir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur vos problématiques. On sera ravis de se déplacer chez vous. Merci Arnaud. Peut-être avant de passer aux questions, je tenais particulièrement à remercier Myriel, Noureddine et Arnaud de s'être prêtés au jeu. Je propose qu'on passe aux questions. Il y a quelques questions qui sont là. Je peux peut-être prendre la première et je vais qui veut y répondre. Mais il y a une question qui est: est-ce que Everteam peut m'aider si le vrac numérique est déjà sur M365? En d'autres termes, m'aider à réorganiser les documents se trouvant déjà sur M365. Qui c'est qui veut répondre? Je peux peut-être répondre, je suis à ce point-là. Mais la réponse est évidemment oui. Évidemment oui. Aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on a joué le jeu de partir d'un vrac numérique qui est habituellement plutôt un file system ou un SharePoint on-premise. Mais évidemment, on est fortement sollicité également pour tout ce qui est réorganisation de SharePoint online, SharePoint, offre Office 365 de manière générale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent depuis le confinement énormément Office 365 sans avoir appliqué aucune gouvernance et qui se retrouvent dans des situations où il y a eu une explosion totale en fait de leurs espaces documentaires. Et donc une volonté d'opérer finalement l'enrichissement, l'assainissement, toutes les opérations que je viens d'expliquer, mais directement dans Office 365. Merci Noureddine. Je prends une autre question. Par exemple, quelle est la durée moyenne de mise en œuvre d'une Digital Workplace et plus loin par quelle brique fonctionnelle faut-il commencer? Je vais prendre la réponse à cette question. La première brique, là c'est le retour d'expérience, mais la première brique qu'on met en œuvre autour d'une Digital Workplace orientée autour de Microsoft 365, c'est SharePoint. Et très très vite derrière, c'est Teams. Pourquoi SharePoint? Parce que c'est l'outil de capitalisation de stockage des documents. Et pourquoi Teams? Parce que je l'ai dit, c'est le barycentre de Microsoft 365. Donc ça, c'est les premières étapes. Et puis après, la durée de mise en œuvre de la Digital Workplace, ça dépend de la culture d'entreprise, ça dépend du niveau de maturité des collaborateurs, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais si je devais donner un chiffre en moyenne sur les PME ou les entreprises qu'on accompagne, je dirais qu'il faut bien 6 mois minimum pour pouvoir mettre en place les premières briques et ensuite les enchaîner j'allais dire, très très rapidement, d'enrichir très rapidement les éléments. Donc les premières briques au bout de 6 mois.
Parfait, merci Arnaud. Je prends les questions, ça commence à, il y en a de plus en plus. Cette solution propose-t-elle l'archivage? Effectivement, la solution propose évidemment l'archivage. Hein. Vous l'avez vu en introduction, quand on a présenté le schéma qui déroulait l'ensemble de l'offre. Ça incluait effectivement tout ce qui était analyse, traitement, enrichissement, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer pendant ce webinaire, jusqu'à l'archivage, et même jusqu'à l'archivage à valeur probatoire. On respecte toutes les exigences et l'état de l'art autour de cette thématique. Ça peut être un archivage internalisé ou ça peut être un archivage également qui est proposé en SaaS. Sinon, deux questions. Les tableaux de bord sont-ils configurables et ainsi maîtriser les types de données qui seront affichés? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs même l'enjeu principal de l'outil, c'est de permettre la configuration et la personnalisation des tableaux de bord. Ceux que je vous ai montrés sont très génériques, c'est ceux qu'on présente en démonstration, mais très vite, quand on commence à travailler avec nos clients, on extrait des métadonnées qui sont propres au contexte du client et les tableaux de bord sont totalement personnalisés. C'est d'ailleurs cet aspect-là qui donne immédiatement de la valeur au produit et qui permet au client de se projeter. Donc, il va retrouver, s'il travaille dans le secteur financier, que des données relatives à des métadonnées de son écosystème et de ses données financières. S'il travaille dans le secteur de l'assurance, pareil. S'il travaille dans le secteur de l'horlogerie, il aura encore d'autres métadonnées. Donc, c'est un des principes très importants du produit au démarrage, identifier les indicateurs pertinents pour nos clients, extraire ces informations et les ajouter dans les tableaux de bord. Merci. C'est peut-être mon côté commercial, mais il y a une question concernant le prix. Bon, pouvons-nous avoir une idée sur le prix pour déployer cette solution d'indexation de notre vrac numérique? Alors, je ne suis pas forcément le bon profil parce que je ne suis pas un profil moi-même commercial pour pouvoir traiter ces sujets-là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, l'offre est déclinée pour différents types d'usages et avec une très grande progressivité. Ça peut démarrer à 5 000 € pour un diagnostic de votre vrac numérique sur un délai court, sur un corpus qui doit faire moins d'un téra. Et ensuite, en fonction de différentes variables, de la durée d'usage, de la volumétrie à traiter, des fonctionnalités de l'offre que vous allez utiliser, ben, ça peut monter en prix et ça peut atteindre après des prix de jusqu'à 100 000 €, enfin même au-delà dans des très très gros projets. Mais le point à noter, c'est que il y a cette idée vraiment de progressivité pour s'approprier une philosophie logicielle qui est nouvelle et qui permet finalement à l'usage aussi d'en comprendre la valeur et pas à pas d'étendre en fait l'acquisition de licences à mesure que la valeur est démontrée en interne. Voilà, c'est vraiment la philosophie de déploiement. Une autre question, quel est l'effort attendu de la part des utilisateurs pour la préparation de la migration et comment s'assurer de l'adoption de M365 par les utilisateurs? Je peux peut-être intervenir sur cette question. L'effort attendu des utilisateurs, effectivement, est dans un schéma tel que celui qu'on vient de présenter, c'est de faire en sorte de limiter cet effort, parce qu'on sait que c'est toujours quelque chose de délicat à leur demander, et c'est une question de temps, quand il faut analyser d'énormes volumes d'informations pour savoir quelle est la valeur de cette information, qu'est-ce qu'on va devoir garder ou pas garder, migrer ou pas migrer. Ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois même humainement infaisable compte tenu des volumes. Donc l'idée dans la démarche que l'on adopte, c'est d'une part, si compte tenu du contexte, on met en place un outil du type Discover, on va faire un premier niveau d'analyse et présenter à l'utilisateur des résultats sur lesquels il aura des décisions à prendre, c'est-à-dire l'impliquer sur vraiment les décisions à prendre sur ces contenus. Avec en amont quand même aussi une implication de l'utilisateur sur la définition des critères. Qu'est-ce qui est important à prendre en compte pour analyser ces contenus et définir ce qu'on veut garder, pas garder et pourquoi on veut le garder dans le contexte professionnel. Donc, on va essayer de proposer, d'avoir une démarche proactive, de proposer une stratégie et de faire intervenir l'utilisateur soit en définition de critères pour qu'on puisse travailler sur l'analyse, soit ensuite en décision sur les résultats de l'analyse et les décisions à prendre en fonction de ces résultats d'analyse du vrac numérique. Et puis sur la conception, puisqu'on a parlé au tout début sur la conception de cet écosystème, c'est la même chose. On va être force de proposition en proposant des sites, des templates, des modalités, une architecture, mais en faisant réagir l'utilisateur de manière à l'associer à la construction de cet écosystème. Donc c'est
c'est plutôt ça, notre démarche, elle est plutôt là. Vous amenez notre expérience, vous amenez des outils et faire réagir sur la base de ces éléments pour limiter l'implication et le temps nécessaire demandé aux utilisateurs. Parfait, merci Myriel. Je pense qu'on a déjà dépassé l'heure, donc je vois qu'il y a encore passablement de questions. Ce que je vous propose aux personnes à qui on n'a pas encore répondu, je reviendrai vers vous et puis avec nos experts, on viendra répondre aux différentes questions. En tout cas, en conclusion, un grand merci à tous les participants pour votre présence et puis la richesse des différentes questions. Personnellement, c'était un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée à tous et encore merci à tous. Merci à tous, au revoir. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.